On a commencé par participation à 2 challenges. Le premier challenge, c'était de détecter le cancer du sein dans les mammographies. On a fait la première place pour le challenge de mammographie. L'équipe IA, c'était la première équipe qui a été créée. La deuxième étape, c'était créer l'équipe data. Les gens qui se spécialisent en fait, collaboration avec les hôpitaux en récupération de données. Ensuite, l'équipe dev, c'est eux qui reprennent cette boîte noire l'IA et qui savent la lancer dans le cloud. Par exemple, on utilise le framework Deep Learning TensorFlow qui s'utilise dans plein d'autres boîtes, dans plein d'autres contextes. Après, on utilise principalement des blocs simples et fondamentaux. Le GPT-4, la dernière version, c'est quelque chose qui a absorbé tout le texte qu'ils ont pu tirer de partout en fait. Mais ils n'ont pas les radios. Exactement, donc on n'est pas en compétition si tu veux avec OpenAI. Aujourd'hui, je reçois Yaroslav, qui est Head of AI, donc Artificial Intelligence chez Therapixel, la pépite française de l'IA qui détecte les cancers en se basant sur des radios. Yaroslav va nous expliquer ça un peu plus en détail après. Ils ont levé 15 millions d'euros pour se développer et sont déjà implémentés dans une quarantaine d'hôpitaux. Yaroslav va nous parler de son parcours, de ses chantiers et de quelques challenges qu'ils ont rencontrés chez Therapixel en développant cette solution. Hello Yaroslav, ça va ? Ça va bien et toi ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir. En plus, c'est un épisode qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent de départements data où la data n'est pas toujours cœur business, où elle peut l'être un peu, mais voilà, le produit, c'est pas un algo à proprement parler à chaque fois. Et donc, je suis ravi de faire cet épisode avec toi pour en apprendre un peu plus sur comment on s'organise dans ce type de boîte, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Therapixel pour commencer, s'il te plaît ? Therapixel, c'est une société française qui a été fondée en 2013 par 2 anciens chercheurs d'INRIA. C'est une société qui se spécialise en images médicales. Le premier produit, c'était un outil de visualisation pour les chirurgiens qui doivent rester stériles dans les salles d'opération. Le premier produit, c'était juste un outil de visualisation. Ensuite, les 2 cofondateurs ont vu le potentiel de ces nouvelles méthodes d'IA, surtout en application pour la radiologie. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'ouvrir cette branche de recherche, et moi, j'étais la première personne embauchée pour cette branche. On a commencé par participation à 2 challenges. Le premier challenge, c'était de détecter le cancer du sein dans les mammographies, et le deuxième, c'était sur le cancer des poumons. On a fait une bonne solution pour les 2. On a fait la première place pour le challenge de mammographie, et on a fait la 5e place sur le cancer du poumon. Finalement, on a décidé de concentrer nos ressources sur l'analyse des mammographies et sortir un vrai produit. Donc, c'était un peu un point de pivot pour la société. Et peut-être avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de Therapixel, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu t'es retrouvé Head of AI au sein de Therapixel, peut-être en reprenant même un peu à la base, quel est ton parcours ? J'ai reçu ma licence à Moscou. Je suis d'origine russe. Ensuite, j'ai continué mes études à l'école polytechnique. J'ai fait mon premier stage en imagerie médicale à Siemens. C'était à Princeton, aux US. Je travaillais dans un groupe de chercheurs brillants. Je pense que c'était plus ou moins à ce moment que je me suis dit que je voudrais faire quelque chose où je pourrais appliquer à la fois mes connaissances fondamentales et mes acquis pratiques pour résoudre un problème qui est important, donc travailler dans la santé. Ensuite, après, j'ai fait MVA, Mathématiques, Vision, Apprentissage. C'est un master assez connu ici en France, à Paris. Pendant ce programme, j'ai appris les méthodes de Deep Learning. J'étais vraiment fasciné par les avancées en IA. Et donc, je voulais absolument appliquer cela en imagerie médicale. J'ai fait mon stage de fin d'études à Philips Healthcare. C'était sur Rennes, voilà, pas loin de Paris. Ensuite, après ce stage, j'ai été embauché par Therapixel. C'était donc mon premier emploi. Et je pense que j'ai rassemblé vraiment suffisamment de connaissances et d'acquis pour créer une bonne solution pour ce challenge. J'ai été embauché donc en 2016. Les 6 ou les 7 premiers mois, c'était que ce challenge. Ensuite, les 3 prochaines années, donc jusqu'à 2019, on était en train d'embaucher des gens. Donc on a créé d'abord l'équipe IA. Donc je participais aux sélections et à l'embauche des candidats. Je rebondis une seconde sur le produit, parce qu'on est passé un petit peu vite dessus. Grosso modo, comment ça fonctionne ? Tu vois, restons assez simple. Quand tu dis vous êtes implémenté dans les hôpitaux, ça veut dire que c'est directement raccroché à des outils qui sont utilisés dans les hôpitaux et
tu fais passer une photo d'une radio dans l'IA et ça te sort tout simplement la recommandation ou le diagnostic de l'intelligence artificielle. Et ensuite, les radiologues vont analyser ça pour prendre des décisions ou enfin. D'abord sur le problème lui-même. Donc le problème lui-même, c'est de l'analyse de textures très fines. Les images médicales, en tout cas les mammographies, c'est quelque chose qui a une très haute résolution, par exemple 3000 sur 4000 de pixels. Et il faut cette résolution parce que ce que font les radiologues, ils sont en train d'analyser des centaines et des centaines d'images par jour. C'est un travail qui est très dur en fait. Il y a pas mal d'erreurs de fatigue. Le but, c'est de trouver des signes précoces d'un cancer. Je peux dire qu'au début, quand j'ai vu pour la première fois ces images, c'était incompréhensible. C'était incompréhensible dans le sens que on te dit, c'est une image positive, il y a un cancer qui se développe là. Tu regardes, tu penses que c'est peut-être ce gros truc. Et en fait, non, pas du tout. Ce gros truc, ça peut être juste la glande qui est tout à fait normale. Et le vrai problème, c'est un truc complètement minuscule, juste quelques points de ce qu'on appelle des calcifications dans les tissus. Et c'est ça qui est le problème. Si tu veux, les radiologues doivent apprendre quelque chose comme un nouveau vocabulaire visuel. Donc, en gros, et si tu ne connais pas ce vocabulaire visuel, tu es aveugle, en fait, dans ce domaine. Tu regardes les images et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ce que je trouvais encore plus étonnant, c'est que les réseaux de neurones, assez vite, ont surpassé moi, mais ça, c'est normal. Moi, T'as pas fait 10 ans d'études de radiologie, quoi. Exactement. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'avec plus de données, avec beaucoup d'efforts, les réseaux, maintenant, performent pas pire qu'un radiologue spécialisé en mammographie. En tout cas, si on prend une quinzaine de radiologues, comme on a fait pour notre étude clinique, si on moyenne leur performance. Donc, notre solution performe déjà mieux. Donc ça, c'était sur le problème. Donc, comme j'ai dit, c'est de la reconnaissance de textures fines, vraiment fines, d'où besoin d'une très haute résolution. Et ça te donne beaucoup de problèmes purement techniques, parce que entraîner des réseaux de neurones sur une résolution qui fait presque 4K, c'est pas simple. Ok, donc ça, c'est sur les aspects un peu problème et déjà un peu un premier enjeu technique qu'on peut commencer à percevoir. Peut-être on rentrera un peu plus dans le détail de ce problème plus tard. Et après, ouais, ce que je te demandais, c'était peut-être sur l'axe plus usage. Je pense que ça peut aider les gens à se projeter, de voir un peu comment c'est utilisé dans l'hôpital. Déjà, ça dépend pas mal de chaque pays. Donc, le processus de dépistage, je pense que dans la plupart des pays du monde, à partir d'un certain âge, les femmes font régulièrement cet examen. Peut-être à partir de 45-50 ans, comme j'ai dit, ça peut varier d'un pays à l'autre. Ce qui génère des volumes gigantesques de données. Parfois, les images sont analysées sur place, on va dire, quand la patiente est toujours là. Parfois, c'est analysé plus tard. Si l'image est analysée sur place par un radiologue, ça rajoute des challenges supplémentaires parce que si le résultat de l'IA arrive beaucoup plus tard, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt parce que ça s'inscrit pas bien dans le cadre de dépistage organisé dans ce pays. Sinon, l'architecture technique, elle est plus ou moins comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle PACS. PACS, c'est un serveur spécial et aussi un système d'exploitation pensé pour les hôpitaux. C'est quelque chose où tous les appareils qui font des images sont connectés, en fait, où il renvoie toutes les images acquises pour tous les patients. En soi, c'est beaucoup de serveurs, et donc c'est un système qui est très complexe. Et donc, l'IA, c'est quelque chose qui peut aussi se brancher à ce PACS et qui peut recevoir les images acquises, faire ce qu'on appelle inférence dans le cloud, et ensuite renvoyer le résultat de cette inférence vers le laptop du radiologue. Ça m'intéresse que tu nous en dises un peu plus sur quels sont tes gros chantiers aujourd'hui que fait un Head of AI dans une boîte comme ça, spécialisée IA, un peu au quotidien. Actuellement, on a un gros axe de recherche, on peut dire axe stratégique, c'est d'utiliser plus de données. Parce que pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est les méthodes supervisées. Les méthodes supervisées, ça signifie qu'on prend les images où on connaît bien le statut, où on connaît bien que ça c'est bénin, ça c'est malin, il y a les annotations, et on entraîne nos modèles. Ça marche très bien, c'est juste que une des spécificités de données médicales, en tout cas des images médicales, c'est que pour une bonne partie, on ne connaît pas le statut. Ça signifie que potentiellement il y a quelque chose, peut-être pas, mais en tout cas, on ne connaît pas le statut exact. Et le statut exact, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer au radiologue, parce que
pour ne pas reproduire les erreurs de radiologue et pour avoir en vérité terrain plus solide, il faut en fait passer par la biopsie souvent. Obtenir la vérité terrain pour les images médicales, c'est en soi un challenge en fait. C'est quoi la biopsie? Biopsie, c'est quand on prend une aiguille et on enlève un petit morceau de le tissu. Ah, donc c'est l'analyse, c'est une fois que le radiologue, lui, il a détecté, en général, il y a ça qui intervient après pour valider à 100% si oui, il y a cancer ou pas, quoi. En gros, je t'ai un peu coupé justement pour clarifier ce point biopsie, mais ce que tu disais, c'est que ça, c'est un peu ton gros challenge du moment, c'est de organiser le fait de récupérer des résultats de biopsie pour avoir finalement une source de données encore plus sûre que le fait de les valider avec les radiologues. Pas tout à fait. En fait, ça, c'est plutôt les problématiques de notre équipe données, en fait. On a une équipe qui est dédiée spécifiquement aux données. Ce que je disais que il y a des méthodes qui s'appellent Self-Supervised Learning. Donc, c'est une famille de méthodes qui te permettent d'utiliser les données même sans aucune vérité tirante, sans annotation. Et donc, nous, on a beaucoup plus de données où on n'est pas sûr de la vérité terrain et on voudrait bien les exploiter. Ah, donc ça, c'est un premier axe. Donc, un premier chantier, c'est comment vous arrivez dans votre process d'entraînement des algorithmes à maintenant avoir aussi la possibilité de faire de l'entraînement non supervisé sur des données qui ne sont pas annotées, quoi. Exactement. Une nouvelle manière d'entraîner les modèles. Okay, donc ça, c'est un premier chantier. Ensuite, il y a quoi d'autre sur lequel tu travailles? Donc, il y a déjà, je veux dire, des extensions, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler le tronc commun, le modèle de base, peut essayer de résoudre quelques problèmes auxiliaires, parce que au début, on était concentré sur le problème qui est un peu le cœur du problème, c'est trouver des lésions de texture très fines qui sont potentiellement malignes. Mais si on veut vraiment partiellement automatiser et améliorer le processus de dépistage, il faut aussi résoudre quelques problèmes qui sont plus simples, qui sont auxiliaires, mais qui sont quand même nécessaires. Par exemple, prédire la densité du sang, caractériser des lésions pour que le radiologue puisse juste dire que, voilà, donc cette description de texte, je clique juste OK, et c'est bon. Il y a d'autres extensions, comme par exemple imiter certaines techniques utilisées par les radiologues. Comme j'ai dit, les images, c'est quelque chose qui est très compliqué, et même les radiologues avec beaucoup d'expérience, c'est pas toujours simple et clair ce qui se passe. Dans ce cas-là, une des choses qu'ils font, c'est de comparer l'image actuelle avec l'image d'il y a 1 ou 2 ans de la même patiente. Ça permet de juger de l'évolution des choses à l'intérieur, parce qu'a priori, un cancer, c'est quelque chose qui est fortement évolutif. Ouais, donc en fait, il y a des axes, comme tu disais, plutôt sur le fait de changer la manière dont vous développez l'algorithme, dont vous êtes en capacité de plus exploiter toute une nouvelle source de données. Après, il y a le fait de développer finalement des nouvelles fonctionnalités, si je veux le schématiser un petit peu, qui viennent en complément de la grosse fonctionnalité cœur, mais qui sont tout aussi pertinentes pour avoir une solution complète. Exactement. Ok, et toi, du coup, tu chapeautes un peu la totalité, je suppose, avec finalement les membres de ton équipe. On reviendra un petit peu sur cet axe organisationnel après. Juste avant ça, j'étais curieux peut-être, maintenant que tu nous expliques un petit peu quels ont été les gros chantiers, mais un peu à l'échelle de Therapixel. De manière très schématique, je me rends pas compte quel est un peu le cycle de vie d'une boîte comme ça. J'ai compris le début, c'est-à-dire vous avez fait un proof of concept, ça démarre d'un challenge. Et ensuite, quelles ont été les grandes étapes clés pour réussir à vraiment devenir une boîte d'IA qui est implémentée dans le réel, présente dans 40 hôpitaux, utilisée par des radiologues, etc. Je vais essayer de les répondre en suivant l'axe de développement de la société en termes d'équipe. Je ne sais pas si c'est typique ou plutôt atypique, mais en tout cas, chez Therapixel, comme tu as dit, tout cela a commencé par ce challenge. Et donc, l'équipe IA, c'était la première équipe qui a été créée. Donc, ensuite, une fois qu'on a été coupé des données de challenge, on est resté avec un algo et sans les données. Donc, c'était un gros dommage. La deuxième étape, c'était créer l'équipe data, les gens qui se spécialisent en fait en collaboration avec les hôpitaux, en récupération de données, en préparation de données. Il y a beaucoup d'étapes en fait. Donc, c'est toute une chaîne parce qu'il faut déjà négocier les termes avec un établissement. Ensuite, il faut récupérer les données, il faut les anonymiser, il faut les nettoyer, il faut assigner la vérité tirante avec nos radiologues partenaires. Donc, tout cela, il fallait créer tous ces processus, il fallait créer l'équipe qui serait responsable pour l'utilisation et la mise en place de ces procédures. Donc, deuxième étape, c'était l'équipe data. Troisième étape, je dirais, c'était la création du produit. C'était la même équipe, l'équipe IA qui a fait cela, mais c'est juste que c'était une activité bien différente.
Et donc moi, de base, je me voyais plutôt comme ingénieur de recherche ou même un chercheur. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Par exemple, en principe, on pense qu'on a résolu un problème. Comment en créer un produit? Quelque chose qui se lance facilement, comment emballer cela dans quelque chose qu'on peut ensuite déléguer à une autre équipe qui va servir cela. Donc la création du produit. Ah, parce qu'après, vous avez du coup une équipe finalement qui est un peu l'équivalent des commerciaux dans des boîtes plus traditionnelles. D'ailleurs, c'est peut-être des commerciaux qui, eux, sont en charge d'aller parler aux hôpitaux, ensuite pour leur présenter le produit ou pour le mettre en place. Oui, la complexité, c'est là, il faut que tu aies un produit bien packagé pour que cette équipe soit en capacité de venir le pitcher, le mettre en place en autonomie pour que vous ne soyez pas finalement indispensable sur toute la chaîne, quoi. Exactement. Et en fait, je présente cela comme des étapes un peu, séparées, mais en fait, une bonne partie, c'était en parallèle, en fait. En parallèle, c'est juste qu'à chaque moment donné, parfois, une équipe ou une autre équipe était un peu plus clé, si je peux dire, dans le processus entier pour ce produit. Par rapport aux besoins à un moment T. Exactement. Par exemple, l'équipe commerciale, assez tôt, on a eu quelques personnes qui étaient chargées de cela, mais c'est plutôt maintenant que cette équipe grandit, parce que c'est maintenant qu'on est en train de scaler, en fait, notre business. Ok, donc si je reprends donc l'équipe data, ensuite, l'équipe dev, c'est eux qui reprennent cette boîte noire l'IA et qui savent la lancer dans le cloud et qui développent aussi notre cloud qui est certifié pour stocker les images médicales parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, il y a même des audits réguliers qui arrivent parce que voilà, c'est de l'information très sensible. Financière. Exactement. Ouais. L'équipe de développement, j'ai commencé à parler de l'audit. Justement, on a une équipe qui est l'équipe de qualité et qui est aussi responsable pour que les audits chez nous, ça se passe bien. C'est quelque chose qui est très important parce que si on essaye de vendre de tels services à un hôpital, mais en fait on n'est pas du tout certifié pour récupérer les données médicales, ils vont dire mais c'est pas possible en fait. Donc voilà l'équipe qualité. Ensuite, oui, quand je dis l'équipe commerciale, et peut-être pour finir, c'est l'équipe clinique. Et le but de l'équipe clinique, c'est de prendre notre solution IA, lancer sur un échantillon représentatif de quelque chose pour démontrer l'intérêt de l'utilisation de cette IA et ensuite publier des articles dans des journaux pour les radiologues en fait. Donc c'est une équipe qui est un peu... qui organise presque un petit peu le proof of concept, quoi. C'est-à-dire que c'est les premières collaborations avec les hôpitaux, où en fait c'est une collaboration où on va tester, donc on appelle ça un peu un essai clinique dans ce domaine-là, et où on va valider sur un premier échantillon que ça marche et que ça vaut le coup peut-être de déployer ça au sein de l'hôpital à plus grande échelle ou même dans d'autres hôpitaux par la suite, quoi. Exactement, donc eux, ils parlent un langage qui est plus compréhensible pour les spécialistes de la santé en fait. Ils disent que dans un cadre d'un dépistage précis, donc voilà ce qu'on peut faire. Donc voilà la performance actuelle. On peut par exemple améliorer la détection de microcalcification. On peut réduire le temps nécessaire pour analyser chaque image. On peut faire ça et ça. Et donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, les professionnels de la santé, ils parlent un autre langage. Et ils ne vont pas comprendre les mêmes arguments que les data scientists. Donc voilà, c'est adresser les bons gens avec un bon langage, avec les études qui suivent un peu les standards de l'industrie et pas l'industrie data science, l'industrie de la santé, de la radiologie. Oui, bien sûr. Donc c'est le but de ça. Donc super intéressant, ça nous permet vraiment d'avoir une vision un peu plus globale sur les équipes et bon... peu importe qu'on ait été exhaustif ou pas, mais déjà, ça donne un bon aperçu. Et si on revient sur l'équipe vraiment IA un peu plus spécifiquement, aujourd'hui, vous êtes combien au sein de l'équipe IA pour qu'on se rende compte à peu près du nombre d'ingénieurs qu'il faut pour sortir un produit comme ça? On est 7. Assez longtemps, on restait tous plus ou moins polyvalents, dans le sens que il y a toujours des aspects plutôt développement, il y a des aspects qui sont plutôt scientifiques, mais assez longtemps, on était tous assez polyvalents. Ingénieurs en IA, quoi. Oui. Là, je pense qu'on peut voir mieux le processus de spécialisation de chacun. Il y a déjà certains qui se spécialisent plus en recherche, d'autres plus en ce qu'on appelle machine learning, ML dev engineering. C'est aussi les gens qui font le pont, qui font la liaison avec l'équipe dev, parce qu'il y a des aspects qui sont purement techniques, par exemple, comment lancer déjà notre solution de l'équipe IA, comment lancer cela dans le cloud. Il y a des aspects techniques qui apparaissent, donc il y a des gens qui se spécialisent plus en ça. Peut-être pour les data scientists ou les profils un peu techniques qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire, je demande souvent en fait aux boîtes de faire un peu la high-level design des grandes briques techniques ou des grands outils. Moi, je suis curieux de voir si c'est
finalement quelque chose qui va ressembler un peu à ce qu'on retrouve quand même dans des boîtes traditionnelles. Je sais pas si tu peux nous faire un peu ça en 30 secondes. Mon impression, c'est que les méthodes sont les mêmes, plus ou moins. Il y a beaucoup de spécificités potentielles, mais par exemple, on utilise le framework pour deep learning TensorFlow qui s'utilise dans plein d'autres boîtes, dans plein d'autres contextes. Après, notre utilisation reste, en tout cas pour les recherches, on utilise principalement des blocs simples et fondamentaux. Il faut construire un tel réseau. On comprend quelle spécificité doit avoir ce réseau pour marcher bien sur ce problème. Donc, on utilise des briques de base de ce framework. On a pas mal de choses que nous avons implémentées nous-mêmes, mais c'était aussi pour de bonnes raisons. Par exemple, pour itérer sur nos données, on a implémenté ça nous-mêmes, tout simplement parce que le projet a commencé en 2016. En 2016, ce que proposait TensorFlow, c'était pas suffisant à mes yeux, et je pense que j'avais raison, c'était pas suffisant pour nos buts. Du coup, certaines parties, ça a été implémenté en fait par nous-mêmes, et ça reste toujours comme ça. L'avantage, c'est que si framework change beaucoup, comme par exemple le passage de TensorFlow 1 à TensorFlow 2, c'était pas... Ils ont promis que ce serait straightforward, que ce serait très simple, et en fait, non, pas du tout. Et donc, même pour nous, on utilisait, comme je dis, que des briques de base assez simples pour passer de TensorFlow 1 à TensorFlow 2. Ça a pris quand même peut-être entre 1 et 2 mois. Entre 1 et 2 mois. Après, pas toute l'équipe a été prise par cela, bien sûr, mais il faut réécrire certaines parties, ça c'est simple. Il faut s'assurer que tout marche, il faut réentraîner le modèle pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression de performance pour des raisons quelconques. Pour revenir à la question initiale, donc j'ai dit, à mon avis, la plupart des technologies, c'est la même chose que tout le monde utilise. Donc TensorFlow, Python. Peut-être je peux nommer un autre composant clé qui est Docker. Et Docker, c'est quelque chose qui te permet de fixer l'infrastructure, de formaliser toutes les dépendances qu'a ton produit, emballer cela dans justement dans cette boîte qu'on ship, qu'on donne à l'équipe dev, c'est Docker Container. Et c'est quelque chose qu'on peut scaler facilement dans le cloud en utilisant d'autres technologies comme Kubernetes d'orchestration. Quel a été ton plus gros challenge, toi, sur ces 7 ans, tu dirais? Je suppose qu'il y en a plusieurs, mais si tu devais en choisir un et peut-être 2 max. Comment on peut faire tourner les machines de recherche? Comment on peut impliquer plus de gens? Parce qu'au début, c'était juste un prototype que je maîtrisais moi, mais ensuite, il fallait impliquer d'autres gens. Comment on fait avancer le projet sous beaucoup de contraintes? Par exemple, il faut que ça marche que mieux. Il faut jamais qu'on ait une dégradation. Si tu veux résoudre quelque chose qui est un problème plutôt technique, mais ça te dégrade la perf. En soi, c'est un problème. Sous plusieurs contraintes, comme par exemple jamais de régression de perf, jamais prendre trop de temps pour faire l'inférence, mais quand même toujours améliorer les performances, supporter de nouveaux scénarios et que ça reste surtout gérable. Parce que par exemple, s'il y a une idée, cette idée fait ce que tu veux, ça améliore par exemple les performances ou ça permet de résoudre un problème. Mais si finalement c'est trop compliqué au niveau du code et c'est ingérable, ce ne sera pas adapté en fait. C'est l'équipe AI qui utilise son intelligence pour choisir en quoi il faut investir le temps et les ressources sous beaucoup de contraintes et en sachant que tu ne peux jamais être sûr en fait. Tu peux avoir plus ou moins bonne intuition si ça va marcher, si ça va pas marcher, mais finalement il faut se rendre compte que ça peut ne pas être vrai en fait. Tu peux investir dans une idée, il faut aussi savoir abandonner à un moment donné en fait. Et il y avait un autre challenge que tu avais évoqué lorsqu'on s'était parlé un peu plus tôt. Ouais, tu me disais c'était le côté humain et c'était le fait de passer d'un proof of concept que toi tu gérais finalement tout seul, enfin que tu gérais pas tout seul, mais sur lequel toi, tu avais une très bonne connaissance, à un côté industrialisé où, il fallait qu'il y ait d'autres membres de l'équipe IA, bien entendu, qui soient aussi présents dans le développement, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire au fur et à mesure où tu augmentes en nombre de fonctionnalités, etc. Et aussi le fait de pouvoir embarquer, enfin avoir un produit suffisamment industriel pour pouvoir embarquer un peu les autres équipes que tu évoquais plus tôt. Tu peux nous reparler de ça une seconde, c'est quelle était la complexité spécifiquement à ce niveau-là pour toi? Je pense que la communication, tout simple, c'est qu'il faut que les gens avec des backgrounds bien différents puissent quand même opérer avec les termes de base, puissent comprendre ce que c'est inference, puissent comprendre ce que c'est l'entraînement, puissent comprendre certaines limitations techniques. Mais oui, donc le problème principal, c'était déjà d'avoir le même vocabulaire et le même langage pour parler, pour qu'on soit aligné sur de quoi on parle. C'était pas évident. Parce que oui, les gens peuvent avoir un background bien différent, ils peuvent être forts en programmation, mais moins forts en ML, en machine learning.
ils peuvent mieux connaître le domaine d'application ou autre chose. Mais voilà, donc c'était vraiment, à mon avis, c'est de la communication en fait. Quelles sont les prochaines étapes pour Therapixel ou en tout cas pour l'équipe IA de Therapixel? Scaler notre business, bien sûr, bien sûr. Donc réussir à être dans, je sais pas, 100 hôpitaux bientôt, ou 1000, ou etc. quoi. Oui, je pense qu'on a fait un très long chemin. On a créé un très bon produit. J'ai reçu des signaux que, en fait, notre produit, il fait l'état de l'art, en fait. Il fait l'état de l'art. En fait, c'est aussi un des problèmes de notre domaine, c'est que, objectivement dire, qui fournit les meilleures solutions, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de benchmark public, en fait. Mais comme je dis, j'ai reçu quelques signaux comme quoi un hôpital a fait une étude en interne en comparant plusieurs solutions d'IA et la nôtre était la meilleure. Donc oui, scaler notre business, automatiser partiellement le processus de dépistage, parce que pour l'instant, formellement, ça reste un assistant au radiologue. Et donc, nous, on pense qu'on peut automatiser pas tout, mais la majorité de cas qui sont négatifs en fait. Parce que heureusement, le pourcentage de cas positifs, si on dépiste, si on prend un pays, le pourcentage de patients positifs, ce sera peut-être 0,5%. Donc c'est pas beaucoup. On pense qu'avec l'IA encore plus robuste, encore plus fort, peut-être avec l'IA déjà existante en fait. En tout cas, c'est mon avis, c'est juste que il faut persuader beaucoup de gens que ça marche aussi bien qu'on le promet. Mais sinon, je pense que le futur, c'est dans l'automatisation partielle de ce processus, ce qui va sauver beaucoup de temps pour les radiologues. Les radiologues pourraient tout simplement se concentrer sur les cas vraiment pathologiques parce que il y a du travail, ça c'est clair, c'est gagnant-gagnant à mon avis. Super intéressant. Et ça me fait penser, je suis curieux d'avoir ton avis justement là sur l'arrivée des LLM. Alors maintenant, tu as l'impression que tu entends parler tous les 4 matins de plein de business qui étaient en train de développer des IA qui peuvent se retrouver complètement disruptés, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Vous, en revanche, comment vous le percevez? J'ai l'impression que, en revanche, sur des cas très spécifiques comme ça, où il y a eu un énorme travail justement, au-delà du travail technique, où je pense que déjà, ça fait 7 ans que vous êtes dessus, donc il y a quand même un énorme taf technique qui a été fait. Il y a une spécificité liée à la donnée en elle-même et au fait que ce soit une donnée confidentielle, et ChatGPT ou OpenAI pourra pas du jour au lendemain aller convaincre les hôpitaux de leur donner. Enfin, il faudra qu'ils repassent par tout ce process-là, même si il se trouve que techniquement, ils arrivaient à recréer une solution qui soit assez efficace. Genre, est-ce que c'est quand même quelque chose que vous surveillez? Est-ce qu'il y a des possibilités de risque, même pour des pépites qui sont très spécialisées comme vous, ou a priori non? Très bonne question. Donc, déjà, à mon avis, la famille GPT, c'est une vraie percée scientifique, c'est quelque chose qui mérite l'attention que ça a reçu. Ça s'approche aussi de ce concept de AGI. Pour moi, c'est notre meilleur shot que l'humanité a vers ce concept Artificial General Intelligence. Et aussi Meta-Learning. Donc, a priori, quelque chose qui a été entraîné sur des énormes volumes de texte, mais qui démontre des capacités émergentes qui te permettent de très facilement réorienter ce modèle pour résoudre plein d'applications en fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu as quelque chose de général et le produit final, c'est le résultat de travail, de fonctionnement de ce AGI en fait. Par contre, pour notre domaine, en tout cas dans le court terme, je pense qu'on n'est pas sans données, on peut toujours rien faire. GPT-4, la dernière version, c'est quelque chose qui a absorbé tout le texte qu'ils ont pu tirer de partout en fait. Mais ils n'ont pas les radios. Exactement. Donc pour analyser les mammographies, il faut les mammographies. Et donc ça, c'est une contrainte que je trouve en tout cas actuellement fondamentale. Et donc pour l'instant, on n'est pas en compétition, si tu veux, avec OpenAI. Mais par contre, à mon avis, beaucoup de sociétés qui sont spécialisées d'une façon ou d'une autre en analyse et en traitement de texte, on peut penser par exemple aux sociétés qui créent des moteurs de recherche pour les lois, par exemple. Tout ce qui concerne des données publiques ou facilement récupérables, en fait, sont à risque parce que leur seul avantage compétitif, c'était un élément technique. Ils ont tellement fait une avancée technique dans le fait de réussir à créer ces modèles-là que c'est dangereux. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, les villes qui sont les plus protégées, c'est celles qui sont sur une barrière à l'entrée qui est liée à la donnée dont ils ont besoin pour le modèle, plus que à l'avancée technologique en tant que telle, quoi. Ça, je trouve ça assez intéressant. Écoute, Yaroslav, on arrive sur les dernières questions. Tu voulais rajouter un point? Oui, en fait, je voulais juste un peu ajouter une petite nuance. C'est que juste le fait que ces modèles sont si gros, c'est en soi un problème.
Ça signifie que potentiellement ce modèle serait capable de faire une tâche plus précise et plus petite, mais juste fine-tuner un tel monstre, ce n'est pas si simple en fait. Potentiellement, ça peut aussi créer d'autres problèmes, comment les servir. Donc même si tu as réussi à modifier un peu un GPT-4 pour créer un moteur de recherche spécifique, je ne sais pas, pour les textes de loi ou pour les textes médicaux, juste le servir, ça peut être un problème. Disons que c'est l'incertitude que tout le monde a en fait, parce que d'un côté, ce que je dis, je pense, c'est vrai, en tout cas là maintenant, on sait que ce sont des géants, ce modèle en fait. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a déjà des équipes qui travaillent sur la compactisation pour réduire la taille de ce modèle, pour les servir plus facilement. Après, une percée scientifique n'est jamais garantie, c'est ça le souci. Donc peut-être on arriverait dans 1-2 ans pour faire des modèles plus petits avec les mêmes capacités. Et dans ce cas-là, ça débloque plein d'applications et potentiellement ça tue beaucoup de petites sociétés. Ou peut-être non, peut-être cette contrainte elle est plus fondamentale qu'on y pense maintenant. Peut-être il faut, pour avoir un comportement tellement intelligent qu'on peut observer chez GPT-4, peut-être il faut inévitablement beaucoup de paramètres et énormément aussi de puissance de calcul. Donc à mon avis, c'est pas possible de dire maintenant. Écoute Yaroslav, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Je peux recommander un livre. Ce n'est pas un livre technique, c'est plutôt un livre sur management. Ça s'appelle Autobiography par Lee Iacocca. C'est un ancien CEO de Ford et de Chrysler. C'est très intéressant à lire. Je pense que ça m'a pas mal appris sur ce que c'est déjà le processus de management. Aussi intéressant, c'est que lui, il insiste qu'il n'y a pas de manager universel. Il dit que je peux être à la tête de Ford ou de Chrysler, mais c'est parce que je connais le domaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Il était assez honnête sur ça. Sur ses capacités. De façon générale, il te donne un overview très intéressant de l'industrie des voitures, en fait. Et tu comprends ce que c'est R&D. Et donc, tu comprends ce que R&D, c'est aussi comme un métaprocessus, quoi, où il faut investir vers certains axes. Peut-être ça va pas marcher, c'est aussi normal. Peut-être il y aura des percées dans d'autres axes. Et comment, finalement, avec tout cela, avec toutes les incertitudes, tu arrives quand même à créer des produits qui se vendent. Qu'est-ce que tu aimes dans la data et dans l'IA? Je pense que ce que j'aime dans l'IA, c'est que c'est un mélange mystérieux entre les concepts presque philosophiques et de très haut niveau, comme l'intelligence, même la conscience, mais aussi de concepts très appliqués, parce que là, c'est quelque chose qui tourne sur les machines les plus puissantes du monde. Donc pour moi, l'IA, c'est un peu un point de convergence entre plusieurs choses que je trouve fascinant. À mon avis, ça transcende notre compréhension de l'univers, en fait, parce que nous, on a notre perception de notre conscience. Est-ce que c'est quelque chose qui est universel? Est-ce qu'on peut aller suffisamment loin en création de machines avec la même conscience que l'homme? On ne connaît pas la réponse à cette question. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? La nécessité et l'expérience individuelle. Quand tu es motivé de faire quelque chose, et tu commences à faire tout simplement. Le meilleur conseil, en fait, que j'ai reçu, c'était « get your hands dirty ». Ça signifie que peu importe, donc tu ne vas pas casser le monde, juste essaye de faire quelque chose. Modifie le texte dans le programme. Regarde le résultat. Modifie encore. Donc, il y a assez peu de choses en qualité d'apprentissage que l'expérience individuelle, quelque chose que tu fais toi-même par tes mains. Je pense que il y a des gens, moi aussi en fait, qui peuvent passer beaucoup de temps un peu au côté théorique, en théorisant les choses, en lisant des livres. C'est quelque chose qui est très important, mais le côté applicatif est peut-être encore plus important. C'est quelque chose qui te fait progresser en fait. Écoute Yaroslav, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de Therapixel, de ton expérience, et nous éclairer un peu sur les phases de développement d'une société spécialisée sur l'intelligence artificielle. Et puis je te dis à bientôt. Je te remercie pour l'invitation, c'était super intéressant.